bonjour Mathieu. Bonjour. On est ravis de t'accueillir ici dans nos nouveaux locaux à Paris, dans le 6e arrondissement. La dernière fois qu'on a pu échanger ensemble, c'était il y a bientôt 2 ans, à ton retour d'Antarctique après 51 jours en solitaire. Ouais. Depuis, tu as pu vivre de nouvelles aventures. J'ai vu notamment que tu avais gravi le Mont Blanc. Ouais. Et puis, surtout, tu as sorti un film et écrit un livre sur ton expérience en Antarctique. Du coup, on s'est dit que c'était une bonne occasion pour prendre de tes nouvelles et puis revenir avec toi sur cette aventure et puis toutes les autres aventures que tu as pu vivre. Nous, chez Charlie, on te connaît déjà bien et puis on suit toutes tes aventures. Mais pour ceux qui nous regardent et qui pourraient te découvrir aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, est-ce que je peux me présenter ? Oui, c'est toujours un exercice particulier parce que moi j'ai pas mal de différentes activités, mais je pourrais dire que je suis un aventurier parce que je fais des expéditions aux 4 coins du monde et que je les partage sous la forme de livres, sous la forme de films et de conférences. Donc moi j'ai fait depuis 10 ans des aventures en kayak, en 4L, en ski, à pied, en vélo, en stop, en moto. Et la dernière était effectivement polaire puisque je suis parti en Antarctique, traverser une partie du continent antarctique en ski poulka. Donc voilà, j'ai autant une activité d'aventurier que de conférencier et de conteur d'histoires liées à ces différentes expéditions et aventures. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir aventurier ? En fait, parce que c'est pas vraiment un métier, qu'est-ce qui m'a donné envie ? Moi d'abord c'était mes lectures de Tintin tout simplement et puis les lectures des autres aventures et explorateurs qui m'ont donné envie quand j'ai grandi de vivre moi mes propres aventures. Mais je crois que ça s'est un peu imposé à moi, c'est-à-dire que moi j'ai d'abord suivi un parcours étudiant un peu classique dans la mesure où il y avait une licence, un master, donc j'ai été étudiant pendant quelques années, sauf que la particularité c'est que j'utilisais mes étés pour vivre des aventures. Alors au début elles étaient assez modestes, c'était moi qui prenais un vélo pour traverser un pays ou un continent à la force de mes jambes et puis après descendre un fleuve en kayak par exemple. Et puis en fait ça s'est professionnalisé au fur et à mesure du temps et quand j'ai vu le retour que je pouvais avoir de ces aventures-là, j'ai commencé à écrire un peu, à faire des photos, à faire des images, ça s'est professionnalisé, je me suis dit que je voulais en faire un métier. Mais il n'y a pas d'études pour devenir aventurier ou explorateur, c'est quelque chose qui se construit et donc ça a été un cheminement assez long et finalement aujourd'hui c'est devenu mon métier. D'accord, très bien. Et j'imagine qu'un aventurier, par exemple au XVIIe siècle, c'est pas la même chose qu'un aventurier au XXIe siècle. Ouais. Comment est-ce que tu définirais un aventurier au XXIe siècle ? C'est vrai qu'avant, on faisait de l'aventure ou de l'exploration pour aller défricher une terre inconnue ou être le premier à ouvrir tel passage maritime. On avait envie d'ouvrir des routes commerciales. Enfin, il y avait des vrais enjeux, souvent liés aux États d'ailleurs, parce qu'il y avait pas mal d'aventuriers explorateurs qui étaient missionnés par des États pour être les premiers à mettre un drapeau sur tel ou tel territoire. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a changé d'échelle. L'exploration géographique au sens premier du terme, au XXIe siècle, elle se situe peut-être uniquement dans l'espace, parce qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir évidemment dans l'espace ou dans les fonds marins. On méconnaît beaucoup les fonds marins, mais au-delà de tout ça, heureusement ou malheureusement, on a tout cartographié, les satellites, les GPS n'y sont pas pour rien, mais il est peu probable qu'on découvre une île isolée ou encore inconnue sur notre planète bleue. Donc l'aventure ou l'exploration aujourd'hui, elle se situe plus dans l'univers macro, c'est-à-dire le spatial comme je le disais, ou les fonds marins, ou l'univers micro. Pour moi, l'aventure, l'exploration, elle est très liée aujourd'hui à l'univers de la science. Pour moi, tu vois, tout ce qu'il y a à faire pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est une forme d'exploration. Tout ce qu'on peut faire pour rétablir, par exemple, la place que l'humain occupe dans la nature, c'est une forme d'exploration. Donc aujourd'hui, l'exploration, elle se situe à ces niveaux-là, et surtout au niveau de la science et de notre adaptation à tous les bouleversements et changements qu'on va connaître aujourd'hui. Pour moi, c'est ça, être un aventurier, un explorateur aujourd'hui au XXIe siècle. Tu parlais de l'exploration spatiale, c'est quelque chose qui t'intéresserait potentiellement ? C'est très en vogue en plus, parce qu'aujourd'hui, il y a avec Thomas Pesquet et le programme de l'Agence spatiale qui viennent d'ouvrir un programme de recrutement d'astronautes. C'est marrant, c'est très dans l'actualité. Ce serait mentir que dire que non, je regarde pas ça avec envie et curiosité. Après, je pense que je fais preuve de réalisme aussi. C'est des parcours où il y a une vraie dimension scientifique, un vrai bagage scientifique que je n'ai pas. Après, il ne faut pas s'auto-censurer, c'est vrai, mais
Mais oui, c'est tentant, bien sûr. Mais voilà, on est dans des projets qui vous dépassent complètement. On fait partie d'un programme gouvernemental, scientifique. C'est des projets vraiment de très long terme. Moi, j'aime bien l'idée de faire mes aventures de manière un peu indépendante, ou en tout cas d'être l'instigateur ou le créateur de ces aventures-là. Et c'est vrai, quand on rentre dans des programmes spatiaux, c'est quelque chose de complètement différent. On est au service d'eux. Et peut-être que ça m'attire moins. Après, c'est vrai que se dire qu'on pourrait monter là-haut, c'est fabuleux, quoi. Donc, ouais, je regarde ça avec envie et curiosité. Ouais. Et tu disais qu'il n'y a pas de formation pour devenir aventurier. Non, Est-ce qu'il y a quand même des qualités ou des traits de caractère qui, selon toi, sont importants pour devenir aventurier? Complètement, je pense qu'il faut faut faire preuve d'adaptation, une faculté à s'adapter toujours à un contexte qui change. Donc ça c'en est une. Après, je pense que c'est vraiment l'esprit de curiosité. C'est ça qui prime absolument, et en tout cas qui unit, je crois, toutes les personnes qui font de l'aventure, des expéditions, de l'exploration. Donc il faut rester, je pense, humble face aux limites qu'on peut avoir soi, ou aux limites que le terrain ou la géographie nous impose, et puis toujours faire preuve de curiosité, d'adaptation pour pouvoir avancer et jamais passer la limite qui fait qu'on se met en danger ou qu'on fait des choses déraisonnables. Donc je dirais adaptation et curiosité. Très bien. J'ai vu que tu avais commencé très jeune à partir tout seul explorer. Comment est-ce que ta famille et tes proches ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais partir comme ça? C'est vrai que je suis parti jeune. Moi, ma première aventure, c'était juste après mon bac. Je suis parti traverser une partie de l'Europe à vélo, donc j'avais tout juste 18 ans. C'était ma première aventure. J'avais jamais fait de vélo sur une longue distance, mais voilà, fort de pas mal d'envie et de naïveté, j'ai pris un vélo et je suis parti comme ça à l'aventure. Mes parents comprenaient cet attrait pour l'aventure, le voyage, parce que c'est eux-mêmes des voyageurs. Après, ils comprenaient peut-être un petit peu moins l'idée de partir tout seul, et ça les inquiétait un peu. Ils n'étaient pas forcément favorables à ça. Mais voilà, plutôt que de me mettre des bâtons dans les roues et de me retenir, ils m'ont plutôt encouragé dans cette démarche-là. Et puis c'est vrai qu'après, il y a eu de plus en plus d'expéditions et d'aventures, et eux, j'ai eu la chance que psychologiquement, ils me soutiennent, et ça a été le cas dans toutes mes expéditions et mes aventures, et on aura beau rassurer autant qu'on veut des parents, c'est vrai que quand on part tout seul en Antarctique pour 51 jours, c'est forcément inquiétant, et c'est normal. Mais voilà, ils avaient bien compris ma façon de faire, le professionnalisme avec lequel je menais tout ça, et que c'était pas juste une lubie, c'était quelque chose qui était très construit, et donc ils ont été derrière moi, et ça m'a aidé, et heureusement, parce que sans ce soutien psychologique, c'est difficile d'aller contre l'avis de ses proches et de ses parents. Mais c'est sûr que c'est pas les parcours de vie les plus rassurants, mais on parvient quand même à montrer que c'est possible, et eux s'embarquent aussi un peu dans cette aventure-là, et je crois que quand j'ai atteint le pôle, ils étaient aussi fiers que moi. Tant mieux. Pour les jeunes et les peut-être moins jeunes qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans une première expédition d'envergure, est-ce que tu aurais des conseils pour eux? Moi, absolument, et je pense que quand on regarde un petit peu les aventures que je fais ou que les autres font, les autres de manière professionnelle, on peut rapidement se sentir pas prêt pour partir vivre ces aventures-là. Et je pense qu'il ne faut pas avoir cette frustration de se dire je pourrais jamais faire l'aventure de Mathieu au pôle Sud, alors du coup j'en fais pas. Et je pense qu'en fait il y a une autocensure vis-à-vis de ces personnes qui ont envie de faire de l'aventure mais qui ne savent pas trop par où commencer. Et je crois qu'en fait le conseil que je pourrais te donner, c'est d'y aller tout simplement, qu'on n'a pas besoin d'avoir la dernière parka Gore-Tex ou les meilleures chaussures de marche ou le meilleur vélo pour partir à l'aventure. Je crois qu'on a tous dans nos placards pas mal d'équipements qui pourraient convenir, et je crois qu'on aura toujours des excuses pour se dire qu'on n'est pas assez sportif, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas la motivation. Moi je pense qu'à un moment c'est une histoire de choix, et qu'on peut tous faire des aventures à son niveau, qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les aventures. Si c'est une aventure pour toi, très bien, ça en est une. Et donc moi le conseil que j'ai à donner, c'est d'essayer de pas accorder trop d'importance à tous ces éléments-là de matériel et de conditions physiques. Au pire, on adapte le parcours, on prend plus de temps pour faire la distance qu'on a envie de faire. On n'est pas obligé d'aller au pôle Sud pour vivre une aventure, on peut très bien aller dans le Vercors. Et puis il y a des très belles aventures aussi à vivre en France. Donc moi j'ai envie de conseiller de s'inspirer des gens qui font des aventures XXL ou des aventures ambitieuses, très lointaines,
s'entraîne pour vivre des aventures qui soient à sa portée et sans forcément des moyens logistiques ou financiers énormes. Donc moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est d'arrêter d'y aller, quoi, d'arrêter de trop rêver et d'un moment se prendre en main et si c'est une frustration, de se dire voilà, on y va, quoi. Très bien. Alors en novembre 2018, du coup, tu es parti en Antarctique, tu as passé 51 jours en solitaire. C'est à cette occasion qu'on a pu collaborer en créant pour toi la montre Concordia. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à faire cette aventure, parce que c'est quand même des conditions qui sont particulièrement difficiles. C'est des températures extrêmement froides, et puis tu étais tout seul sans aide. Ouais. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans ? Drôle d'idée que de vouloir s'isoler pendant 51 jours dans un grand désert, d'autant plus avec les périodes de confinement qu'on a pu vivre, on peut se dire que je suis complètement fou. Il y a peut-être une part de folie dans tout ça, mais en tout cas, il y a surtout une part de grande curiosité, je pense, on en parlait tout à l'heure, mais moi j'étais très curieux de faire l'expérience physique de ce continent qui m'avait fasciné pendant tant d'années. Enfin, l'Antarctique, on parle d'un continent 28 fois grand comme la France, on parle du plus grand désert du monde, c'est vraiment un univers dans lequel l'homme n'a jamais été présent de manière autochtone, il n'y a jamais eu de colonie humaine là-bas, donc on est pour moi sur la dernière frontière sur Terre et ma sensibilité d'aventurier, d'explorateur m'attirait forcément vers cet endroit-là. Et j'avais envie de faire cette expérience d'y être, tu vois, m'y tenir, de toucher cette glace et de sortir des récits, des documentaires que j'avais pu voir et qui m'avaient tant animé ces dernières années. Donc il y avait cette première motivation et la deuxième, c'est que je voulais connaître la solitude sur une longue durée. Moi je me disais que c'était un peu un cadeau que je pouvais me faire à moi-même que d'avoir 51 jours, donc quasiment 2 mois, pour moi et rien que pour moi, sans engagement, sans téléphone qui sonne, sans rendez-vous. Et du coup j'ai monté cette aventure sportive pour partir de la côte du continent antarctique pour rallier le pôle sud, voilà, sans autre raison que de réaliser un rêve d'enfant, tout simplement. Et j'imagine qu'on ne part pas comme ça sur un coup de tête en expédition en Antarctique, pour le coup, avec certaines préparations, bien sûr. Comment tu t'es préparé justement mentalement et physiquement à cette expédition ? La préparation, elle est essentielle. Enfin, on part pas du tout dans ce genre d'aventure, surtout tout seul, sans avoir effectué de nombreuses expéditions avant, et notamment polaires. Moi, la préparation, je donne souvent 2 réponses à cette question-là. La première, c'est que je dis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je multiplie les aventures, polaires ou pas, mais que je suis rompu à l'exercice de faire des expéditions, de les préparer et de les réaliser. Et donc, c'était une forme de préparation que de faire un tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance, ou de traverser le Sahara en courant, ou de traverser le Sahara à vélo. Donc, il y a eu vraiment plein d'expériences comme ça sportives qui m'ont formé, qui ont été une forme d'expérience et qui m'ont donné des points de repère pour me lancer dans une aventure plus lointaine et plus ambitieuse encore. Et sinon, il y a une préparation de 2 ans pragmatique de recherche de partenaires, de communication, de tests de matériel, de préparation physique et psychologique. Mais la préparation psychologique, elle était très liée aux expériences sportives que je pouvais faire. Donc cet ultra trail dans le désert du Sahara par exemple, qui s'appelle le Marathon des Sables, des courses de longue distance comme des Ironman, qui sont des triathlons long format. C'était des formes, c'est des manières pour moi de mieux me connaître sur le plan physique et psychologique. D'accord. Et est-ce que durant cette aventure, il y a un moment où tu t'es senti en danger, où tu as pu avoir peur pour ta vie ? En danger, oui, parce que c'est un environnement qui est très contraignant. L'Antarctique, c'est le continent le plus froid du monde, le plus venteux du monde, donc forcément, il y a des choses qui ne pardonnent pas. Si tu laisses tomber ton gant et qu'il est emporté par le vent, il n'y aura rien pour le retenir. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de rocher, donc il partirait dans le vent. Donc il faut être très très vigilant, très méticuleux, très précis dans ses gestes, parce que tout peut dégénérer très rapidement. Après, des moments où je me suis senti en danger, c'est peut-être les moments où il y avait le plus de vent, des vents violents de 60 km/h et que la tente bouge dans tous les sens et que c'est une agression permanente, il y a du bruit, le vent accentue en plus la sensation de froid, donc il faut être très protégé, faire très attention à ne pas laisser de peau exposée à l'air libre parce que ça peut geler très rapidement. Après, j'avais aussi la chance, c'était organisé de la façon suivante, c'est-à-dire que j'avais une assistance, j'avais pas d'assistance, j'avais pas de chien de traîneau, j'avais pas de kite ou de véhicule à moteur qui me suivait, mais j'avais une forme de soutien parce qu'il y avait sur ma base arrière des gens qui regardaient ma position
GPS tous les jours qui auraient pu venir me porter secours si j'en exprimais le besoin. Et donc ça, c'est un peu différent. C'est pas comme les premiers explorateurs du continent blanc qui partaient sans aucune possibilité de retour autre que par leurs propres moyens. Donc j'avais cette forme d'assistance psychologique qui me disait que si jamais j'étais vraiment en très grande difficulté, je pouvais faire appel à eux. Et du coup, c'est dangereux, mais on a cette sécurité en plus qu'on a maintenant, qu'on est au XXIe siècle, quoi. Okay. Et en dehors des conditions météorologiques qui peuvent être compliquées et de la solitude, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as trouvé difficile et auquel tu ne t'attendais pas forcément? C'est dur de passer quand même 51 jours tout seul avec un objectif qui vous dépasse un peu parce que c'était quelque chose de très personnel de partir là-bas et finalement quand on se retrouve dans les premières semaines, l'objectif il paraît tellement lointain, tellement difficile d'accès parce que 51 jours, ça peut passer vite quand on a une vie rythmée et qu'on a des engagements à droite à gauche, mais quand on est tout seul dans un grand désert qui est tout blanc, dans lequel il fait jour tout le temps et qu'on est seul face à soi-même et face à cet objectif qui vous dépasse, ça peut être long. Et donc la difficulté peut-être que j'ai pu ressentir, c'était de rassembler la motivation tous les matins pour remettre mes chaussures de ski, remettre mes skis et repartir comme ça dans le Grand Blanc pour 12 heures de ski. Ça, c'était vraiment ce qui avait de plus difficile. C'était peut-être les débuts de journée. Il fallait rassembler la motivation et me rappeler pourquoi je faisais tout ça, quoi. Parce qu'il y a plein de moments de découragement évidemment et il faut parvenir à les surmonter pour pas se laisser gagner par la perte de motivation. Mais je dirais que c'est ça, ouais. Okay. Et il y a des moments quand même où tu as pensé abandonner ou pas? La tentation de l'abandon, elle est forte forcément, mais d'un autre côté, j'avais tellement travaillé pour monter cette expédition, tellement de préparation que j'essayais vraiment de dépasser ça. Et d'ailleurs, c'était le parrain de cette expédition qui s'appelle Jean-Louis Etienne qui m'avait donné un super conseil. Jean-Louis Etienne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un explorateur, médecin explorateur qui a maintenant 74 ans, mais qui a eu une grande expérience dans les mondes polaires dans ses 30 ou 40 dernières années. Et donc, qui était le parrain un peu de cette aventure-là. Et lui m'avait dit, Mathieu, quand c'est difficile, essaye de remettre ton rêve de pôle sud à la surface. Et je trouvais que c'était c'était un super conseil parce que ça voulait dire que quand je voyais tout en noir, quand il y avait trop de vent, quand la neige était trop molle, quand il faisait trop froid et que j'avais qu'une envie, c'était de arrêter tout ça, j'essaie de me rappeler. Donc le rêve de pôle sud à la surface, ça voulait dire d'essayer de se rappeler des raisons qui m'avaient poussé à entreprendre une telle aventure, de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand à Paris, je préparais cette aventure-là ou que je rêvais de cette expédition-là. Évidemment que ça va pas être simple, mais il faut essayer de trouver des moyens de s'adapter et de se souvenir de la flamme qui m'animait quand je préparais cette aventure-là. Et du coup, oui, il y a eu des tentations d'abandon, mais j'ai toujours essayé de les surmonter en me rappelant tout ça. Et maintenant, ça fait bientôt 2 ans du coup que tu es revenu, donc tu as eu le recul pour repenser à cette aventure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Alors c'est marrant parce que dans cette aventure-là, donc en 2018, on était 7 à tenter l'aventure. Il y avait 7 personnes en solitaire qui tentaient de rallier la côte du pôle Sud au pôle Sud sans ravitaillement. Et finalement, on n'est que 2 à être arrivés. Il y a donc un Anglais des forces spéciales qui était plus âgé que moi, et puis il y a moi-même. Et en fait, s'il y en a 5 qui ont abandonné, c'est parce que les conditions étaient compliquées au début de l'expédition. Il a fait assez chaud et ces températures élevées, elles se sont accompagnées de chutes de neige importantes. Et donc ça ralentit énormément parce que les traîneaux sont lourds. Et donc il y en a beaucoup qui ont abandonné par découragement, il y en a qui ont abandonné aussi pour des raisons médicales, il y en a qui ont abandonné parce que tout simplement ils essayaient de battre des records de vitesse et avec les conditions qu'on connaissait, c'était pas une année pour battre quelques records que ce soit. Et donc j'ai oublié le fil de ta question. Qu'est-ce que je ferais différemment? Ouais. Et donc moi, je suis allé au bout de cette aventure-là, malgré les conditions compliquées, et parce que j'ai été assez prudent sur la quantité de nourriture que j'ai emmenée. J'ai pu un peu m'adapter, commencer à me rationner tôt pour pouvoir étendre ma longévité sur la glace, parce que j'avais 50 jours de nourriture, mais comme j'avais pris des grosses rations journalières, j'ai pu tenir un peu plus longtemps. Et donc je ne changerais pas grand-chose. Peut-être que j'essaierais de revoir
mon alimentation pour qu'elle soit un peu moins lourde, parce que le nerf de la guerre quand on part sans ravitaillement, c'est que il faut avoir le traîneau le plus léger possible. Et là, mon traîneau était peut-être un petit peu lourd, 115 kg au départ. J'aurais peut-être pu faire un peu moins lourd. Peut-être que je changerais un peu ça. Mais autrement, le matériel a bien fonctionné, les jambes ont bien fonctionné aussi, donc je ne changerai pas grand-chose. D'accord, bon, très bien, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Tu as sorti du coup ton livre en novembre dernier, Le continent blanc, qui raconte cette aventure. Ouais. Quel a été ton processus d'écriture? Est-ce que tu as commencé à écrire quand tu étais au pôle Sud? Est-ce que tu pensais déjà écrire un livre quand tu étais, ou c'est venu après? Je pensais déjà écrire un livre parce que j'en avais écrit déjà un sur une aventure que j'avais faite en 4L, où on avait fait un tour du monde avec mon ami d'enfance pendant 1 an pour promouvoir le microcrédit, et donc j'avais déjà cette expérience d'écriture, et je comptais bien en écrire un autre, mais cette fois un vrai récit qui puisse aller vraiment au fond des choses et qui soit vraiment quelque chose qui raconte vraiment cette aventure géographique, mais aussi cette aventure intérieure, parce que quand on passe 51 jours avec soi, finalement il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, et moi c'est ça que je voulais exprimer, que je voulais raconter. Après, tous les jours j'écrivais pendant mon aventure. D'ailleurs, ma communauté, les partenaires, les sponsors, la communauté de Charlie pouvaient suivre mon aventure, parce que tous les jours moi j'envoyais une petite photo et un petit mot sur ma journée, et ça m'a servi un petit peu de base pour construire mon récit. Après, écrire un bouquin, c'est compliqué, hein. C'est difficile d'aller au pôle Sud, mais écrire aussi un livre, c'est une sacrée aventure, et donc j'ai mis à peu près 1 an à faire ce récit, à écrire ce récit. Il est sorti là aux alentours de Noël, et puis il y a eu un film aussi, donc moi je tenais vraiment à l'écrire moi-même, parce que c'était mon aventure, c'était mon expérience, et je voulais pas que quelqu'un l'écrive à ma place, parce que je me sentais déjà capable de le faire moi-même, et puis parce que je trouvais qu'il n'y avait que moi qui pouvais exprimer à 100%, au mieux ce que j'avais vécu. Mais c'est une sacrée aventure. C'est une sacrée aventure que de trouver les mots, mais d'un autre côté c'est assez satisfaisant aussi, parce que on a ce recul et toute cette liberté de choisir le bon mot pour vraiment exprimer de A à Z ce qui s'est passé. Tu l'as dit, c'est difficile d'écrire un livre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, écrire ce livre ou passer 51 jours en solitaire en Antarctique? Je sais pas, 51 jours, on sait que ça dure 51 jours, donc on a cet objectif, cette deadline. Tu me diras, mon éditeur m'avait aussi mis une deadline, mais on l'a repoussé une fois, et puis j'ai eu le temps de beaucoup avancer pendant le premier confinement. Pour le coup, le premier confinement m'a aidé parce que j'avais plus que ça à faire et plus aucune excuse pour le coup à me trouver. Mais qu'est-ce qui est plus dur? Je dirais quand même que c'est d'atteindre le pôle Sud. Mais écrire un bouquin, c'est pas non plus simple, hein. Il faut s'astreindre à une certaine rigueur. C'est un exercice émotionnel qui peut être compliqué aussi, hein, parce qu'on replonge vraiment au fond de l'aventure. On essaye de se livrer, de partager les choses de la manière la plus sincère possible, et c'est pas un exercice simple. Moi j'ai trouvé que c'était difficile, mais source de satisfaction quand on parvient à exprimer véritablement ce qu'on veut dire, et puis quand on le termine évidemment, et puis d'autant plus quand on a les retours de lecteurs enthousiastes. Ça c'est une vraie récompense. Oui, j'imagine. Du coup, à travers tes différentes aventures, tu as pu voir différents paysages variés, explorer différents continents. Quelle place a l'écologie dans tes expéditions, et est-ce que ça a évolué au fil du temps, justement, au fur et à mesure? Ouais. Alors l'écologie, c'est toujours un vrai sujet, parce que moi je suis pas un scientifique, je suis pas un spécialiste de l'environnement ou du climat, et du coup je reçois souvent pas mal de questions en ce sens, et moi j'essaye toujours de dire je ne suis qu'un témoin. Moi j'ai eu la légitimité ou la comment dire, la légitimité tout simplement d'être allé sur le terrain, d'avoir pu constater certaines choses, ou que les locaux m'aient confié des choses. Je pense par exemple aux Inuits. J'étais au Groenland encore l'été dernier, et les Inuits te racontent que la glace l'hiver elle gèle de moins en moins, que les phoques ils sont de plus en plus loin, que des ours ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas vu, et donc moi je peux me faire le rapporteur de tout ça, je peux témoigner des choses que j'ai pu voir. Le fait qu'il fasse chaud en Antarctique, c'était quelque chose qui était inhabituel, mais je pourrais jamais remplacer la parole d'un scientifique ou d'une personne dont c'est le métier. Mais aujourd'hui, moi j'essaye de sensibiliser les plus jeunes, surtout dans les écoles, sur l'état de l'Arctique, de l'Antarctique, dire pourquoi c'est important de faire des efforts pour aller dans le sens de la préservation de ces environnements-là, parce que le fait que la température augmente en Arctique, ça va avoir un effet direct sur nos environnements tempérés.
Donc moi voilà, je suis un peu le lien entre les scientifiques et peut-être le grand public parce que j'ai la chance de pouvoir aller dans ces environnements-là. Après, c'est vrai que j'aimerais bien que mes prochaines aventures puissent porter d'autant plus ce message-là. La dernière expédition que j'ai fait au pôle Sud, c'était vraiment une expédition sportive, c'était la réalisation d'un rêve de gosse, il n'y avait pas de message supplémentaire et je l'assumais à 100% parce que la réalité de cette expédition, c'est que c'était un rêve d'enfant et je ne voulais pas brouiller le message. Mais c'est vrai que pour d'autres aventures, je pense que ces expéditions peuvent être le porte-voix de tous les bouleversements qu'on connaît et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin des scientifiques qui rapportent donc des données factuelles et on a besoin aussi, je pense, de personnes qui peuvent s'emparer de ces messages pour les diffuser avec des images, avec des expériences, avec des conférences, avec des mots tout simplement. Et est-ce qu'il y a une cause à laquelle tu tiens tout particulièrement ? Moi j'avais défendu la cause du microcrédit, alors on s'éloigne de l'environnement, mais pendant ce tour du monde en 4L, donc l'accès tout simplement à l'inclusion financière, se développer et sortir d'une certaine façon de la pauvreté. C'était un projet qui m'avait beaucoup animé et qui m'avait beaucoup plu d'associer un voyage à une dimension un peu solidaire. Après, c'est vrai que moi, ce qui me fascine le plus dans mes aventures, c'est les déserts. Je trouve que c'est des endroits qui ne sont pas faits pour les hommes et donc ça pousse à s'apprivoiser soi-même et à trouver des facultés d'adaptation et de dépassement. Et dans ces déserts, comme on le sait, il y a beaucoup de bouleversements climatiques. Donc oui, moi je suis sensible à ça, aux mutations de l'environnement et à l'adaptation de l'homme à ces changements. Donc probablement que j'irai dans cette direction à l'avenir, mais je ne sais pas, il y a plein de choses à dire sur la biodiversité, sur la faune. Donc voilà, mais c'est vrai que dernièrement, je me suis bien dirigé vers les environnements polaires et donc il y aura très certainement des projets polaires. Justement, j'allais en venir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes futurs projets ? J'imagine qu'avec la situation épidémique actuelle, c'est peut-être un peu compliqué de voyager, mais... Ouais, alors d'un autre côté, moi je le vois plus comme une opportunité. C'est vrai qu'on ne peut pas aller très très loin, mais mes projets là à court terme, ils vont être plus locaux. Je vais partir début avril dans les Alpes pour faire un film, pour aller documenter la fonte des glaciers alpins. Donc on va partir avec une glaciologue et un écrivain voyageur qui s'appelle Cédric Gras pour faire un itinéraire de ski de randonnée entre Chamonix et Zermatt. Et donc là, on va faire cet itinéraire historique en ski de rando. Documenter la fonte des glaciers dans les Alpes et puis moi je vais aussi raconter le fait qu'on n'est pas obligé d'aller au pôle Sud ou de traverser l'Atlantique pour vivre une aventure, qu'on peut aussi vivre des aventures proches de chez nous dans les Alpes. Donc ça c'est vraiment un projet qu'on fait, un film documentaire qu'on fait d'ici 2 mois. Et puis autrement, je travaille en tant qu'administrateur dans un fonds de dotation pour transformer un vieux gréement, un vieux bateau, en plateforme de sensibilisation au monde polaire. C'est un bateau qui s'appelle Le Français, témoin des pôles. Et l'idée, c'est d'emmener ce bateau l'année prochaine tout le long de la côte française, de le faire débarquer dans chaque port et d'accueillir le matin et l'après-midi des scolaires, des collégiens, des lycéens à bord du bateau pour qu'il y ait des formateurs, des scientifiques, des glaciologues qui les sensibilisent à ce qu'est l'Arctique et l'Antarctique et les environnements polaires d'une manière générale. Donc il y aura toute cette dimension pédagogique et de sensibilisation avec des expositions, avec des vidéos en réalité virtuelle. Et l'idée après, en 2022, serait d'amener ce bateau sur la côte est du Groenland pour faire une expédition scientifique, là pour le coup avec des vrais scientifiques, pour faire des mesures à la fois glaciologiques, mais aussi des relevés de faune, de biodiversité, de flore, etc., sur les traces d'un explorateur polaire français qui s'appelle Jean-Baptiste Charcot et qui faisait ce genre d'expédition il y a 80 ans. Et l'idée serait de comparer les relevés qu'il a pu faire il y a 80 ans avec ce qu'on pourrait faire en 2022. Donc c'est vraiment cette dimension de essayer de sensibiliser et qui revient un peu à ce qu'on disait dans notre échange. Donc ça, c'est les projets qui sont sur le feu. Après, il y aura d'autres aventures, d'autres expéditions, mais pour le moment, rien de très concret à l'horizon. Pour suivre tout ça, il faut suivre Charlie et suivre mes réseaux. Exactement. Ouais. Écoute Mathieu, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Vous pouvez retrouver le livre de Mathieu, Le Continent Blanc, sur ton site, mathieutorla.com. Ou à la FNAC. En librairie, dans toutes les bonnes librairies. Ou dans les librairies, pas que la FNAC. Sur ton site, tu peux dédicacer. Absolument, ouais. Donc c'est sympa aussi. Ouais. Et puis merci de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a intéressé et à très bientôt. À bientôt.